Président, je vous laisse la parole. Vous commencez par là où vous voulez. Soit vous répondez à chacun, soit vous regroupez vos réponses. Mais voilà, vous êtes attendus parce que si toutefois ils n'ont pas de réponse, après ils vont vous réinterpeller. Vous savez comment c'est. Hein. Voilà, oui. Je vous en prie. Non, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Je vais d'abord vous dire le CICE, c'est 3 millions et la recherche, c'est 5 millions. Et l'augmentation du coût d'électricité, c'est 5 fois le CICE. Voilà. C'est plus que Vicat, oui. C'est plus que Vicat, ça veut dire que Vicat doit avoir des coûts salariaux un peu plus faibles que les nôtres, par personne, parce que nous sommes le plus souvent au-dessus du seuil dans lequel le CICE... Alors non, sur le plan de l'électricité, je crois qu'on est assez performant et qu'on a optimisé. Je donnerai la parole à Pascal Casanova, qui est notre patron en France et qui est un excellent ingénieur, de répondre à la question sur l'électricité. Sur la fusion, il y a eu beaucoup de questions. Est-ce que c'est vrai que c'est difficile une fusion entre égaux, mais ça a énormément d'avantages parce que vous échangez. En fait, vous mettez ensemble des actifs et vous n'avez pas de déboursement à faire. Donc, vous allez essayer de tirer le meilleur. Et c'est ce que les marchés financiers ont très bien compris. Ils ont compris qu'il y avait une création de valeur considérable du fait des synergies. Et ces synergies sont des synergies de croissance, pas des synergies de... Alors, il y a effectivement quelques synergies sur les coûts d'achat, mais il y a beaucoup de synergies, par exemple, qui viennent de la mise en œuvre de meilleures pratiques d'innovation. Et donc ça, c'est énormément créateur de valeur. Et sur le plan long terme, effectivement, le positionnement du groupe par rapport à ses principaux concurrents le place, je ne sais pas, mais on va être parmi les 200 premières sociétés mondiales. Après ça, on passe d'un statut à un autre, si vous voulez. Et donc, sur le plan de la valeur, effectivement, les marchés y croient beaucoup. Ils y croient tellement, d'ailleurs, que la parité, l'évolution des cours de bourse depuis l'annonce qui maintenant date d'il y a plus de 6 mois, a très bien tenu. Ce qui veut dire que les marchés y croient. Donc, si la justification économique est bien comprise, si tous les partenaires, là on passe des shareholders aux stakeholders, peuvent ou voient un avantage dans cette fusion, il peut y avoir toujours des oppositions et des questions théoriques, mais est-ce que c'est si bien que ça, etc. Plus ça va emporter l'adhésion, plus ça va se faire. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des obstacles, il y a toujours des gens qui sont contre, il y a toujours des gens qui ont des bonnes idées pour dire que ça ne marche pas, et je ne vais pas comparer notre fusion avec d'autres fusions. Je pense que les choses avancent très bien. Donc ça confirme l'idée que, et très bien sur tous les plans. Sur le plan de nos discussions avec Bruxelles, on a un dialogue très constructif. Les deux groupes ont à peu près 105 millions de tonnes de capacité ciment en Europe. Les désinvestissements que nous avons proposés, c'est-à-dire les remèdes, portent sur 25 millions de tonnes. Donc c'est assez considérable quand même. C'est pas d'abord parce qu'on n'est pas tous. Il y a des pays où on n'est pas ensemble. Donc, mais dans les pays où on est ensemble, c'est entre 40 et 50% de l'activité des deux qui va partir. Donc les remèdes sont très bien calculé et assez simple à comprendre. Donc effectivement, nous avons cette stratégie qu'effectivement nous devons réussir à Bruxelles. Et nous faisons ce qu'il faut pour réussir à Bruxelles et nous espérons que nous allons réussir et je pense que nous avons de bonnes chances de réussir. En tout cas, j'ai confiance dans le processus qui est en cours aujourd'hui. Sur le plan des réorganisations et des conséquences sur l'emploi, je répète, cette fusion n'entraîne aucune conséquence sur les sites industriels. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réduction d'emplois après. C'est fait partie de l'activité permanente de créer des emplois et de rationaliser. Ça, c'est la vie permanente des entreprises. Mais la fusion elle-même n'entraîne pas de conséquences sur l'emploi dans les sites industriels. Si la demande de ciment en France augmente de 30% dans les 5 prochaines années, il y aura des conséquences positives sur l'emploi industriel. Si la consommation de ciment baisse de 30% dans les 5 prochaines années, il y aura des conséquences sur l'emploi industriel. Donc, les conséquences sur l'emploi viennent à la fois de la demande et également de nos démarches de productivité et d'efficacité. Mais ces démarches, elles sont continues.
Et Lafarge fait attention à ce qu'elle se passe généralement bien. Nous essayons en France de créer à peu près autant d'emplois ou de contribuer à la création d'autant d'emplois que ce que nous supprimons. Et en contribuant à des associations, en contribuant à des créations d'emplois. Et nous le faisons d'ailleurs partout dans le monde. Et nous essayons de faire en sorte que voilà, notre activité nous permette d'être de plus en plus compétitifs et que les conséquences sur l'emploi soient limitées. Donc, pas d'impact sur l'emploi industriel. Sur les fonctions centrales, nous avons prévu qu'elles se répartissent de manière équilibrée entre la Suisse et la France. Bon, les fonctions centrales sont en cours de réflexion sur l'organisation. Et cette réflexion sera partagée avec les partenaires sociaux lorsqu'elle sera prête, et c'est eux qui ont la primeur de ces... Et ce que nous avons dit, c'est que les conséquences sur l'emploi par rapport à la totalité du groupe et même par rapport à la totalité des emplois en France seraient limitées, modérées. Voilà. Et là encore, nous allons mettre en œuvre nos méthodes habituelles pour faire en sorte que ces impacts soient les plus limités possibles. Sur le centre de recherche, il emploie 200 chercheurs aujourd'hui. Et je pense que le centre de recherche, lui, a vocation à croître. Pourquoi? Parce que justement, le premier mondial, mais de très loin, il a un intérêt à investir plus dans la recherche. Et tout seul, chacun des deux ne le fera pas. Il y a des pistes de recherche que nous ne faisons pas quand nous n'avons pas la taille pour le faire. Si on commence à avoir une taille qui nous permet d'avancer sur des pistes de recherche qu'on avait laissées de côté pour l'instant, on le fera. Donc c'est pour ça que je pense que avoir ce centre de recherche en France et avoir ce groupe ayant ses racines en France et en Suisse, c'est une chance pour la France. C'est plus une chance que dans d'autres cas de fusion qu'on aurait pu imaginer. Donc je pense que nous sommes bien partis, que les impacts sur l'emploi en France seront limités et qu'au contraire, à la fin, la France sera gagnante. Sur l'ensemble de nos dépenses de recherche et d'innovation, c'est à peu près 120 millions d'euros par an. À l'île d'Abo, ce n'est pas toutes nos dépenses qui sont à l'île d'Abo. Et ça, c'est ce qui a vocation probablement à croître. Alors, sur les centres de décision, nous avons bien sûr étudié toutes les formules possibles. Vous savez qu'on ne peut pas fusionner une entreprise française et une entreprise suisse. C'est légalement impossible. Donc, il fallait trouver une méthode. Et la méthode, c'était l'un qui proposait d'échanger avec l'autre. Alors, pourquoi il y a une fusion d'ego? Il y a une fusion d'ego parce que quand c'est une acquisition, si c'était une prise de contrôle, vous auriez le conseil de la société suisse qui reste le conseil de la société suisse et le conseil de la France qui disparaît. Là, le conseil de la nouvelle société, qui sera suisse pour des raisons pratiques, il sera composé de 7 personnes venant de Lafarge et 7 personnes venant de la Suisse. Et tous les actionnaires de Lafarge deviendront potentiellement actionnaires de Lafarge-Holcim. Donc il y a bien là-dedans tous les éléments de la fusion d'ego, et c'est encore traduit par le choix des managements et par l'équilibre qui est recherché là-dedans. Ça ne peut pas marcher d'ailleurs si on n'a pas un équilibre. Ça ne peut pas marcher. Et donc il y a équilibre des fonctions centrales, et ça c'est une des choses qui préserve l'impact modéré que j'ai annoncé sur l'emploi. Sinon, on pourrait décider autre chose. Voilà. Quelle garantie pour l'emploi? Je pense que les acquéreurs vont acquérir des très bonnes équipes. Il ne faut pas penser que les acquéreurs, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'essayer de couper les effectifs, parce qu'ils vont tomber sur des entreprises qui sont plutôt bien managées par les meilleurs du secteur, et qu'ils vont même peut-être, si ce sont des entreprises internationales, développer des équipes. Imaginez que quelqu'un achète tous les désinvestissements que nous faisons, il va recréer un groupe qui a la taille à peu près d'Italcementi, qui est un des gros européens, qui est un groupe international. Donc en fait, ce que nous allons vendre, ça fait un groupe déjà de taille très significative. Donc il va peut-être avoir envie de développer des compétences en France. Il y a des entreprises de pays émergents qui vont être intéressées éventuellement d'acquérir ces entreprises. Si c'est eux qui gagnent le bid, ils vont être très intéressés par
les ressources humaines qu'ils vont trouver. Parce que le problème de ces pays émergents, c'est la rareté des ressources humaines, la rareté et l'expertise. Donc, je veux dire, tout n'est pas noir quoi, dans cette opération. Il peut y avoir au contraire des effets de revitalisation. Alors, bien sûr, d'habitude, quand Lafarge désinvestit, et nous avons effectivement, vous l'avez dit, désinvesti un certain nombre d'activités, ça faisait partie de notre recentrage stratégique pour pouvoir investir dans d'autres. Hein. On a désinvesti beaucoup, mais on a investi beaucoup. Et on a investi plus que ce que nous avons désinvesti. Et nous faisons, quand nous désinvestissons, effectivement attention à l'emploi en général. Et en général, les personnels de Lafarge qui ont quitté Lafarge parce qu'ils ont été vendus se retrouvent assez bien. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on fait attention. On choisit généralement un acheteur qui a un vrai projet, et puis, en général, comme nos collaborateurs sont de très bonne qualité, ils ont un avenir, forcément. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour l'emploi, mais toutes ces opérations, qui sont des opérations de changement lourd, effectivement, créent des inquiétudes, et tous les délais, excusez-moi, c'est très pratique, hein, mais entre l'annonce et la réalisation, qui était prévue d'à peu près de l'ordre de 15 mois, ça fait 15 mois d'incertitude. Et ces délais, c'est pour obtenir les autorisations concurrentielles, hein, essentiellement. C'est pas pour... et donc, c'est effectivement très, très, très difficile. Et donc, c'est par la communication interne, par la façon dont on gère justement les attentes d'information, etc., eh bien, qu'on arrive à diminuer ces inquiétudes et à faire en sorte que le changement se passe le mieux possible. Généralement, tout changement bien préparé se passe beaucoup mieux que des changements mal préparés. Voilà, je pense que sur la fusion, j'ai à peu près tout dit. Sur l'innovation, simplement par rapport à un point très important, c'est quand pensez-vous avoir le feu vert de Bruxelles? Est-ce que vous avez l'idée de la date? Le plus tôt possible. C'est-à-dire que nous faisons en sorte que... C'est très réglementé, la procédure devant la Commission européenne. Oui, vous devez quand même avoir une idée à peu près du moment, de la date limite à laquelle vous aurez le feu vert de Bruxelles. Aujourd'hui, nous sommes tout prêts à notifier. Après 6 ou 7 mois où ont été enchangés des milliers de pages avec la Commission, nous avons répondu à des centaines et des centaines de questions. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé jusqu'à présent. En fait, on notifie à une équipe de la Commission européenne qui connaît le dossier parfaitement, et le simple document de notification, je ne sais pas combien de pages il fait, mais c'est pas loin de, c'est de l'ordre du millier. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement précises, extrêmement solides. À partir de là, le jour où on notifie, voilà, nous notifions donc avec des remèdes proposés. Et ces remèdes proposés, maintenant, ils vont donner lieu à une revue de marché par la Commission, qui va donc voir effectivement, en faisant quelques enquêtes, si ces revues passent, si ces remèdes sont les bons ou pas. Et après ça, la Commission, et notamment l'équipe en charge du cas, va dire ben, on est satisfait ou on n'est pas satisfait. S'ils sont satisfaits, il y aura une clearance assez rapide. Et c'est bien sûr là-dessus que nous travaillons. Juste un commentaire quand même là-dessus. On a tous en tête le Schneider Electric Legrand. On a en tête General Electric et Alstom. On voit bien que ces décisions sont toujours très longues à être prises. Elles sont très pénalisantes pour les sociétés concernées. Elles sont très anxiogènes pour les salariés de ces sociétés. Elles sont très pénibles pour les clients aussi. Donc là, on a quand même un dispositif qui, entre la Commission et les autorités de la concurrence, oblige parfois plus que de la patience, quoi. Mais ça, en l'occurrence, c'est pas de votre fait. Nous essayons d'avoir le meilleur dialogue possible et on veut réussir, quoi. Donc c'est la disposition dans laquelle on est, et donc on n'est pas en train de critiquer les fonctionnaires de la Commission européenne, qui font d'ailleurs un travail très professionnel. C'est pas le moment en tout cas. Voilà. Alors sur l'environnement. Alors nous avons effectivement une
politique développement durable, des engagements qui sont très forts et qui sont très anciens. Ça a commencé avec le prédécesseur de mon prédécesseur. Et moi, j'ai renouvelé ça en lançant des ambitions 2020 qui ne touchent pas juste aux émissions de CO2, qui touchent aussi aux émissions de CO2, mais qui touchent à l'économie circulaire, qui touchent à la responsabilité sociale, qui touchent également au développement économique dans les pays où nous sommes, y compris la création d'emplois. Je pense qu'une entreprise industrielle, elle doit penser à l'emploi, parce que si elle n'y pense pas, il y a juste un sujet. Ça ne veut pas dire qu'elle peut toujours le faire, mais elle doit y penser. Bon, j'ajoute à ça un certain nombre d'engagements personnels que j'ai pris. Je suis responsable de du pôle développement durable du MEDEF. Je suis responsable du sous-groupe énergie-climat de la table ronde des industriels européens. Je suis membre du Conseil mondial pour le développement durable, des entreprises pour le développement durable. Donc, je fais partie également. Lafarge est un élément fondateur de quelque chose qui s'appelle la Cement Sustainable Initiative, qui est en fait la seule approche sectorielle qui a été faite par un secteur, c'est-à-dire un secteur des plusieurs cimentiers qui se mettent ensemble, bien sûr sous l'ombrelle d'un organisme qui permet que ça se fasse en toute légalité, et qui ont établi des bases de données, établi des systèmes de mesure, pris des engagements et réalisé des réductions d'émissions. Et les réductions d'émissions réalisées par les cimentiers qui font partie de cette Cement Sustainable Initiative, c'est l'équivalent des émissions de CO2 d'un pays comme la Suisse. Vous voyez, donc c'est quand même très significatif, et on est le seul secteur industriel à avoir, et c'est quelque chose qui est utile dans les négociations internationales actuelles, parce que c'est un exemple, et les fonctionnaires de l'ONU le savent bien. Alors, sur l'environnement, nous, on pense que c'est non seulement plus une contrainte, mais que c'est une opportunité. C'est-à-dire, en gros, je ne vais pas jusqu'à parler de la croissance verte, mais je pense qu'effectivement, le changement climatique et l'urbanisation, ça va être les deux challenges de notre siècle à venir, et que si on est les premiers à inventer des solutions, eh bien, on va gagner davantage. Alors, il y a un coût de réduire son empreinte et il y a un avantage de vendre des solutions. Alors, il se trouve que le ciment émet du CO2, mais que les solutions béton permettent de réduire le CO2. Et en plus, le béton peut progresser. Et il a montré qu'il avait énormément progressé ces dernières années. Et Lafarge est le seul cimentier au monde à avoir dépensé autant d'argent dans la recherche sur le béton. On a 1000 brevets qui ont été déposés dans les 10 dernières années. Ça représente 150 inventions. Nous avons des bétons isolants de structure. Des bétons isolants de structure, ça veut dire que c'est des bétons qui tiennent, mais qui sont isolants. Or, pour que le béton soit isolant, il faut laisser passer un peu d'air. Il faut qu'il y ait un échange de chaleur. Et ces bétons isolants de structure sont déjà vendus en France. Bien sûr, l'idéal, c'est qu'on trouve le béton qui permettent d'être tellement isolant qu'on n'a même plus besoin de laine de verre et d'isolant externe ou interne. Mais on n'est pas en train de se dire que c'est complètement impossible, hein. Et on va et les bétons à valeur ajoutée, qui sont des bétons qui sont non seulement durables, etc., ça fait 50% de nos volumes de béton vendus en France aujourd'hui. Et les produits innovants de Lafarge, c'est à peu près 10 à 15% de notre chiffre d'affaires, des produits qui ont été lancés il y a moins de 5 ans. Donc on est vraiment dans une dynamique d'innovation sur un matériau qui peut progresser et avec des solutions qui vont vous surprendre, qui seront aussi bonnes pour la rénovation que pour la construction neuve. Sur la rénovation, je crois qu'on peut juste prendre les chapes auto-nivelantes qu'on est en train de développer et d'améliorer, qui sont là aussi efficaces sur le plan énergétique, qui réduisent le nombre de ponts thermiques, etc., et qui sont très faciles à mettre en œuvre. Alors, dans les axes de recherche que nous avons 2 axes de recherche. Le premier, c'est construction durable, et le deuxième, c'est construction abordable. Construction abordable, ça veut dire si on peut réduire les coûts de la construction. Et il y a aussi des solutions béton qui permettent de réduire le coût de la construction. Si vous pouvez démouler votre béton en 2 heures au lieu de 12 heures, eh bien vous accélérez. Dans les pays où le temps, c'est de l'argent, ça va améliorer les choses. La construction abordable, c'est aussi des programmes que nous avons en matière d'innovation pour trouver des solutions partout dans le monde
pour ce qu'on appelle le bas de la pyramide, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas se payer un logement décent. Il y a plus de, je ne sais pas si c'est 1 ou 2 milliards d'habitants dans le monde qui n'ont pas de logement décent. Pour nous, c'est un marché. Et ce marché, il faut arriver à trouver des réponses. Donc on a des actions dans les bidonvilles à Rio et en Inde, et on est en train de développer des produits complètement innovants et complètement durables et complètement pas chers pour construire des maisons en Afrique subsaharienne en mélangeant du ciment avec de la terre végétale. Donc et en fournissant des petites machines pour produire des briques. En France, sur le logement abordable, on a une expérience très intéressante à Bègles, qui allie construction durable et compacité des villes. C'est en fait un système qui permet de développer des logements abordables en faisant un système de plateaux en béton très large. Ces plateaux sont organisés par lot. Chaque lot est attribué à une famille qui peut construire de manière modulaire 25 mètres carrés, puis 50, puis 75, avec les matériaux qu'il veut, mais les plateaux qui fait 6 étages, donc il peut être mis dans un centre-ville, ce qui n'est pas le cas des maisons abordables à Soweto, à Johannesburg, qui est la ville la plus éparpillée, alors qu'à Bègles, cette expérience, elle se passe à 20 mètres du tramway, à 50 mètres du lycée, et donc ils sont au centre-ville, voilà, tout de suite. Et donc ça, c'est des expériences très intéressantes que nous poussons. Et ça fait partie de nos ambitions de développement durable. Notre idée et l'engagement qu'on a pris, c'est de loger 2 millions de personnes d'ici 2020 avec des logements abordables. Donc on a des programmes de toutes sortes là-dessus. Voilà, je pourrais vous en parler pendant... Alors sur le recyclage du béton, nous avons également dans nos ambitions de développement durable l'ambition qu'un pourcentage de nos produits béton contiennent des matériaux recyclés. C'est assez difficile parce que le béton, c'est un produit assez pur. Il n'y a pas n'importe quel caillou qui se prête à être collé par du ciment de manière à respecter toutes les normes qu'on peut en attendre. Mais certains déchets peuvent être utilisés dans certains bétons. Donc il y a des déchets qu'on utilise par exemple pour les routes. Et ça, on le fait de plus en plus. Nous avons maintenant, dans plusieurs parties du monde, et on l'a fait à Marseille d'ailleurs récemment, je crois, des solutions où sur un chantier, on propose non seulement d'amener du béton, mais on propose aussi de prendre le béton qui est démoli, de démolition, de l'emmener dans une carrière qui est pas loin, de le retraiter et de le réutiliser pour d'autres emplois. Et on fait ça à Montréal aussi, enfin on fait ça dans pas mal d'endroits, et c'est assez approprié quand on a des carrières qui peuvent se prêter à ce genre d'exercice. Sur les fuels et sur l'énergie, bien sûr, notre politique, c'est de réduire nos consommations énergétiques et c'est de faire évoluer notre mix de combustible. Le produit qu'on utilise d'habitude pour faire du ciment, vous savez que le ciment, c'est du calcaire qui cuit à 1500 degrés, hein, donc c'est quand même dans un four. Et après, l'électricité, c'est tout ce qui fait tourner les broyeurs ou les fours, parce que tout tourne dans une cimenterie, et donc pour faire tourner, il faut beaucoup d'électricité, et puis pour transporter les matériaux, il faut des bandes transporteuses, etc. Donc sur les fuels, on essaye de développer des fuels alternatifs, et les fuels alternatifs, ce sont des fuels, ce sont des déchets en fait. Alors ça peut être des déchets végétaux, ça peut être des coques de café dans les pays émergents, ça peut être des plastiques qui viennent d'une usine automobile pas loin, ça peut être même des boues usées, toutes sortes de choses. Le groupe est passé de moins de 10% de fuel alternatif dans son mix énergétique. On n'est pas loin, je crois, on a dépassé 20%. Et notre objectif, c'est d'atteindre 50%. Et ça fait partie de nos objectifs de développement durable. Ça aura un impact sur nos émissions de CO2, bien sûr, puis c'est compté d'une certaine manière. Et ça, c'est une politique déterminée. Il y a 5 ans, on progressait de 1 point par an. Cette année, je crois qu'on va progresser de 3 points. Vous voyez, donc il y a une accélération là-dessus. Et on le fait partout dans le monde de la même manière. En France, on passe de 30 à 40%. Et l'objectif, je crois, est à 60%. En Allemagne, on fait beaucoup mieux. En Allemagne, on est à 80%. Pourquoi ? Parce qu'il y a une directive européenne de mise en décharge des déchets. Et cette directive, elle est appliquée de manière plus stricte en Allemagne qu'en France. Donc, il est plus avantageux pour un Français,
pour un certain nombre de déchets, de les mettre en décharge que de les amener à la cimenterie. Alors qu'en Allemagne, il est plus avantageux de l'amener à la cimenterie que de l'amener à la décharge. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je pense que, là encore, il faut des transitions. On n'est pas obligé de faire des changements brutaux, mais il y a des évolutions réglementaires qui sont possibles. Et c'est un vrai sujet de compétitivité avec l'Allemagne. Vrai sujet de compétitivité. Sur l'écotaxe, moi, personnellement, j'ai toujours pensé que le rôle des gouvernements, c'est de donner des directions et d'inciter à aller dans la bonne direction. Donc, des incitations. Donc, moi, l'écotaxe, dans le principe, ça ne me dérange pas du tout. Mais ça, c'est pas une position du MEDEF, c'est pas une position personnelle. En revanche, la manière dont on le fait, la manière dont c'est comme le système ETS, c'est-à-dire les droits CO2 en Europe. La manière dont on le met en œuvre, ça va provoquer l'efficacité ou le rejet. Alors bien sûr, c'est dans la manière qu'on met ces choses en œuvre qu'il faut le faire. C'est comme l'écotaxe en frontière. Effectivement, si on veut réduire le CO2 produit par les industries européennes, on peut soit avoir des industries européennes très compétitives qui travaillent à réduire leurs émissions de CO2, soit remplacer ces productions par des importations pas contrôlées, éventuellement avec un peu de dumping, et on ne se rend pas compte qu'en fait la production industrielle en Europe de produits émettant de CO2 a baissé, mais l'importation en fait a augmenté, et le contenu du CO2 importé est plus fort que ce qu'il y aurait eu si on avait continué à produire en Europe. Donc, il faut vraiment faire attention. Alors, effectivement, ça peut donner l'idée de se dire on fait une écotaxe à l'importation. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui sera acceptable par les Allemands, parce que ça produirait des rétorsions sur les exportations. Donc c'est assez compliqué, en fait. Tout ce qui est rétorsion commerciale se heurte. Donc c'est pour ça que moi je suis pour un accord mondial. Il faut vraiment un accord mondial. Et j'étais à New York là au sommet de Ban Ki-moon. Je dois dire que j'étais quand même impressionné de voir le sujet du climat revenir quand même aussi vite et aussi fort à l'agenda. Ce que j'espère, c'est que tout le monde a compris que le climat c'est un sujet, mais tout le monde n'a pas encore compris comment il faut faire, quoi. Et c'est vrai que ça n'est pas simple. Et donc c'est pas étonnant que le sujet de l'écotaxe soit pas un sujet simple. Hein. C'est pas parce que c'est très compliqué. C'est comme pour les pays émergents de découvrir qu'ils ont plein d'opportunités à réduire leurs émissions. La Chine ne le découvre que parce qu'elle a compris qu'on pouvait plus vivre à Pékin sans un masque, quoi. Donc et qu'il y a vraiment une réaction sociale par rapport à ça. Donc là, il y a une très bonne compréhension, mais c'est pas vrai de tous les pays émergents où se trouve la plus grande partie de la population. Et ce vote d'un accord mondial, ça sera un vote des pays. Donc c'est un peu la complexité de la chose. Voilà, je pense que sur le carbone, j'ai à peu près répondu. Sur les coûts d'électricité, là, je vais donner la parole à Pascal Casanova, s'il peut répondre, parce que c'est un sujet qui est vraiment technique.